Alors, je vais recevoir tout de suite Mathieu Viala. Coucou Mathieu, ça va? Salut. Salut, ça va bien et toi? Ouais, super. Alors toi, c'est incroyable. J'ai découvert, on a eu un rendez-vous il y a quelques semaines et je ne connaissais pas ton CV, mais du coup, je suis allée regarder. Donc, tu as fait de la production TV. À un moment, tu as eu la deuxième plus grosse boîte de prod de télévision en Ouais, France. C'est ouais, fou, ouais, complètement fou. ouais. Et en 2014, tu crées un venture spécialisé là-dedans, c'est ça? Donc, c'est en gros de l'investissement dans Non, ça, ou je non, comprends pas trop ce que ça veut dire. ouais, non, en gros, donc, moi, formation d'ingénieur, je suis monté à Paris pour être ingénieur. Et en fait, en deuxième année, j'étais à Centrale. J'ai créé donc cette première boîte de prod qui est devenue un groupe. Donc, on a développé, on produisait des séries télé pour tout le monde, pour les plateformes, pour les chaînes de télé. Cette boîte, je l'ai vendue à Xavier Niel, qui avait monté un gros studio européen de prod. C'était en 2017. Et en parallèle, j'avais créé avec Virginie, qui est mon associé actuel, ce qu'on appelait à l'époque un MCN, un Multi-Channel Network. En fait, on gérait des talents, des influenceurs, des YouTubers, on optimisait leur data. Donc, c'est ça, on gérait plus de 500 personnes et on optimisait leur data pour optimiser leurs revenus. C'était l'objectif. D'accord. Et donc, on travaillait avec des tas de créateurs. De toute façon, moi, j'ai travaillé toute ma vie. Je suis un mauvais créateur personnellement. Je ne suis pas un artiste. J'ai essayé, mais ça ne marche pas. Et donc, je me suis dit que je pouvais plutôt mettre mon, mon talent, on va dire, à aider les créateurs à faire ce qu'ils font de mieux. Et donc, voilà, on a fait ça. Finder, on l'a vendu. Donc, c'est ce réseau de YouTubeurs, on l'a vendu à TF1 en 2018. Et on a créé donc une nouvelle boîte avec Virginie qui s'appelle Cybelle. Et pour le coup, là, on a apporté notre savoir-faire aux podcasteurs. Et donc, c'était comment mieux monétiser le podcast. Donc, on a créé Cybelle, qui est une plateforme de podcast par abonnement, qui est aujourd'hui une société qui est à l'équilibre, qui vit bien sa vie, qui a plus de 50 000 abonnés. Et Hmm. voilà. Et après, il y a 1 an et demi, on a commencé pour justement les podcasteurs à travailler, à coder un smart contract pour répartir la valeur. Et c'est comme ça qu'est né, en 1 an et demi, on a buildé le projet FRAC. Et Donc voilà. bah oui, et je suis ready to frac, moi, personnellement. Et du FRAC, ça y est, Ouais, direct. c'est très Euh, bientôt, parce que c'est le 13 décembre. Donc ça sera. ah, bah ouais, bah ça me plaît énormément. Bah déjà en tant que créatrice de contenu, comme je t'ai dit moi, bah là c'est pas le cas sur cette émission, tu vois, parce que bah j'ai pas le temps en fait d'aller contacter des annonceurs, Hmm. mais avec une autre créatrice de contenu et quelques médias, on est en train, c'est juste qu'on fait ça en sides quoi, mais de chercher des annonceurs et de proposer des espaces de publicité à l'intérieur de nos contenus pour Ouais. mettre une sorte de coup de pied, enfin de coup de nez, pardon, à YouTube et LinkedIn qui nous, enfin, on gagne rien, quoi, Gagne une grosse clairement. partie de la valeur. Donc, bah, nous, on veut gérer nous-mêmes et même si c'est pour choper un petit ticket de rien du tout, ça amortit les frais, ça nous permet d'améliorer nos contenus, donc c'est hyper important. Euh, et, euh, et on espère que, enfin, moi, j'espère qu'on va trouver comme ça aussi d'autres solutions comme Frac. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ce protocole DeFi pour construire le futur de la créateur économie dont on parle énormément dans le Web3 depuis 2 ans là maintenant, à fond. Bah, donc, la creator economy, c'est l'univers dans lequel j'évolue depuis des années. Donc, c'est les créateurs, c'est à la base les user-generated content, donc des créateurs qui utilisent des plateformes, alors centralisées clairement, et justement qui ont capturé une grosse partie de la valeur pour trouver une audience. Mais d'ailleurs, notre protocole pourra après s'appliquer au-delà de la creator economy à l'ensemble du monde de la culture. Et ce que tu soulignes sur le financement, il est clair, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, le marché de la propriété intellectuelle, de tout le contenu qui est fabriqué dans le monde, c'est 2000 milliards. Donc, c'est énorme. Et en fait, sur ces 2000 milliards, on s'est aperçu qu'il y a seulement 6% qui vont aux créateurs. C'est-à-dire que toi, créateur, tu crées 100 euros de valeur. Tu n'en as que 6 qui vont à toi. Et tout le reste part à des intermédiaires. Donc, ça va être des plateformes. Ah, c'est même pire que ça, hein. Ouais. C'est même, je vais te dire, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que à mon seuil, enfin, à moins Mm. que je travaille Ouais, encore c'est 2 ans, zéro. j'ai zéro. Ouais, Donc, c'est ça. c'est quand même C'est ça. exactement ça. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est la moyenne d'un revenu sur YouTube, c'est 600 $ par an.
la moyenne. Et tu vois, en musique sur Spotify, c'est 400. Et donc, mais après, c'est justement pour parler de la musique, Spotify, aujourd'hui, tu as à peu près 100 000 chansons qui sont uploadées par jour. Donc, c'est vrai qu'il y a un truc où ces plateformes centralisées, elles n'arrivent pas à produire assez de valeur pour pouvoir la répartir avec tout le monde. Et par ailleurs, après, il y a ce truc de captation. Donc, tu as les régies pubs, tu as les diffuseurs, tu as la Fnac, Amazon, tout ça qui prennent un pourcentage parce qu'ils distribuent le contenu. Et nous, ce qu'on croit, c'est qu'un contenu, ce n'est pas un contenu qui est bien distribué, c'est un contenu qui est bon intrinsèquement parce qu'il y a un créateur derrière et qui va trouver sa communauté, qui va trouver son audience. Et ce qu'on croit, c'est qu'aujourd'hui, alors ça fait quelques années, mais c'est maintenant, je pense que déjà on a assez de recul sur la techno, qu'aujourd'hui, la techno de blockchain, elle permet de créer ce lien indéfectible entre le créateur et l'utilisateur. Et donc, à partir de là, elle offre un champ des possibles énorme, et notamment un champ qui intéresse quand même pas mal les créateurs, qui est un champ sur le financement. C'est comment on peut trouver d'autres manières de financer en désintermédiant et recapturant cette création de valeur. Voilà. Donc ça, c'est le constat de départ. Alors après, comment on l'a développé, comment on a mis ça en place. On est passé, c'était marrant ce que disait SV2, c'est qu'on est passé aussi par des tas d'itérations. Tu vois, en un an et demi, tu as le temps d'écrire pas mal d'algorithmes, pas mal de code, et puis de le mettre beaucoup à la poubelle. Parce qu'au début, il y avait c'était l'été 2021, il y avait beaucoup de projets, notamment Royalio aux US, tout ça qui s'est lancé sur le partage de royalties. Et donc, c'est vrai que moi, en tout cas, je trouvais le concept intéressant. Personnellement, vous avez parlé beaucoup de NFT. Moi, le côté spéculatif ne me plaît pas. C'est perso, tu vois, j'ai gagné pas mal d'argent dans ma vie professionnelle avec mes sociétés, mais je n'aime pas spéculer. J'aime bien investir, j'investis dans beaucoup de startups, mais parce que je crois dans les équipes, j'ai envie de les suivre et je ne fais pas juste, une spéculation sur telle ou telle crypto ou autre. Et donc, tu vois, Oui, tu n'es typiquement, pas trader, quoi. En gros, tu es plus un profil non, investisseur que en fait, trader. dans la vraie vie, je n'achète pas du dollar, je n'achète pas du yuan. Dans le monde des cryptos, j'investis dans des projets, mais je n'investis pas dans des crypto-monnaies. C'est vraiment un truc très simple. Et je pense que la spéculation, le principe de la spéculation, c'est qu'il y a un moment où ça retombe et que si tu veux créer des modèles qui soient pérennes, sustainable, il ne faut pas qu'ils soient spéculatifs parce qu'il ne faut pas qu'ils retombent. Un créateur ne peut pas se dire ah tiens, par la spéculation, je gagne ce mois-ci 200 euros et le mois d'après, je gagne 3000 euros. Ça ne marche pas parce qu'en plus, le mois d'après, ça peut être aussi zéro. Donc, c'est vrai que si on veut créer quelque chose, il faut créer quelque chose de stable. Et donc, ça, c'était un des vrais points de dire comment on crée des algorithmes qui permettent de stabiliser ça. Comment on matérialise la valeur. Donc là, on parlait tout à l'heure de token, pas token avec tes précédents invités. Donc nous, après moult discussions, on est parti sur un token et c'était Carlita qui parlait de la tokenomics, donc nous, avec une supply limitée. Et donc, on a construit ça en début d'année. On a créé donc le FRAC qui va être en prod donc, dans 3 semaines sur Polygon. Donc, ça sera notre utility token. Et pourquoi c'est un token utilitaire? C'est qu'il permet donc de créer de matérialiser la valeur entre les créateurs et les utilisateurs. Donc, je t'expliquerai comment on peut investir sur des créateurs, comment l'utilisateur et le créateur va percevoir de la valeur, parce que c'est les deux, et je t'expliquerai aussi pourquoi. Et après, surtout, comment on capte de la valeur extérieure, parce que je te reparlais de ces 2000 milliards, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire on va capturer de la valeur, donc les annonceurs, la vente de contenu, et on va la redistribuer à l'ensemble des détenteurs du FRAC. Et c'est là où je pense qu'on se démarque de pas mal de projets de DeFi, c'est-à-dire qu'on va chercher de la valeur intrinsèque qui existe réellement et on va la redistribuer aux détenteurs des tokens plutôt que d'être dans un truc, perso, pardon, hein, mais bon, après, maintenant, c'est encore plus facile parce qu'on voit des tas de projets qui s'effondrent, mais même si on disait que ce n'était pas des Ponzi, c'était des Ponzi, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de valeur intrinsèque qui arrive et il n'y a pas de, j'ai toujours dit, il n'y a pas d'argent magique. Hein. À un moment, quand tu vends un truc, tu as ton annonceur, il faut aller le chercher. Hein. Ouais, Et oui, donc, c'est ça. comment on s'est dit qu'on l'organisait? On a dit les utilisateurs, ils participent à la création de valeur des créateurs. C'est-à-dire que moi, quand je consomme une vidéo sur YouTube, quand je vais à un concert, même quand j'écoute une musique, que je la partage à mes amis, je participe à la création de valeur. Parce qu'un contenu qui n'est pas consommé, à la fin, il a peu de valeur. Et donc, dans ces 94% que je te parlais d'intermédiaires, on s'est dit qu'on va en prendre une très bonne partie pour les créateurs, mais aussi une partie pour les utilisateurs qui créent de la valeur quand ils partagent, quand ils consomment le contenu. Et donc, ce qu'on a fait,
On a évacué, après nos itérations, la partie partage de royalties, parce que comme tu l'as dit, déjà que les créateurs ne gagnent pas beaucoup, ils n'ont pas spécialement envie de partager avec leur communauté le peu qu'ils gagnent. Et donc, on va plutôt créer des revenus incrémentaux avec des produits financiers. Et ces produits financiers auront un rendement, pour parler de ceux qui connaissent un peu la DeFi, un APY, qui dépend de la consommation. C'est-à-dire que ce n'est pas un investissement passif. C'est-à-dire que si je suis passif, mon produit n'a aucun rendement, et le créateur et moi, on ne gagne rien. Si en revanche, je suis actif, je consomme et je partage le contenu, mais là, je vais gagner et je peux gagner beaucoup. Et donc on commence avec YouTube à partir du 13 décembre. Et donc, très C'est concrètement, ça qui est fou, c'est que vous ouais, vous branchez sur l'existant, quoi. voilà, on se branche sur la consommation. Nous, on n'est pas du tout une plateforme d'exploitation de contenu ou quoi que ce soit. Moi, ça, je l'ai fait dans le passé. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée une extension qui est sur ton browser. Tu as une extension et qui va, donc, le créateur, l'utilisateur s'inscrit. Et chaque fois que tu vas consommer du contenu qui est inscrit dans l'écosystème, dans le protocole, ben, le créateur et toi allez gagner des fracs. Donc ça, c'est vraiment la partie très simple. Après, tu as des niveaux d'investissement. Ben, en fait, ça, c'est comme n'importe quel produit financier, hein. Plus tu investis, plus tu vas avoir de rentabilité, moins tu investis. Tu peux, entre guillemets, jouer, c'est pas un jeu, mais être dans le game gratuitement. Mais évidemment, si c'est gratuit, tu ne vas pas gagner énormément. Tu vas gagner de la même manière que quand on dit que quand c'est gratuit, c'est parce qu'on utilise tes datas pour les annonceurs, mais nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vas gagner un peu parce qu'il y a quand même des annonceurs qui vont investir et donc tu auras une partie. Mais ceux qui ont investi plus, ben, eux, ils auront une plus grosse partie. Et ensuite, tu as cette rentabilité-là. Et nous, à côté de ça, on crée de la valeur pour l'écosystème par les annonceurs donc, qui achètent de l'espace publicitaire en frac et de l'autre côté par des partenaires qui vont accepter le frac comme moyen de paiement. Et donc, tu pourras acheter des partenaires de la culture, donc tu pourras acheter des produits culturels avec ça, des places de cinéma, autres. Et tu pourras aussi, ou même des abonnements en VOD, SVOD. Et par ailleurs, après, tu pourras aussi acheter du contenu et les créateurs pourront décider, s'ils le souhaitent, de mettre en vente des contenus exclusifs en échange de frac. Donc, c'est vraiment créer l'utility token du monde de la culture, de la créateur économie, pour capter cette valeur qui, aujourd'hui, moi, je considère, ne part pas aux créateurs. C'est génial. Moi, je trouve en fait ce qui change, tu vois. Ou alors, il y a évidemment toute cette réflexion sur le token, la valeur, etc. Mais ça, je le retrouve dans pas mal de projets de création musicale et tout. Enfin, là, en ce moment, il y a quand même un vivier de Oui, tentatives. vraiment. Et ce qui est le gros enjeu et auquel enfin, personne n'avait trop pensé jusqu'à maintenant, c'était que de toute façon, à chaque fois, c'était plateforme et il faut faire venir les contenus. Et Exactement. donc, voilà, ça Tu vois, on voit bien que dans le se cas de... brancher sur le réel, Mm. c'est super. Et d'ailleurs, c'est parfait parce qu'on a avec nous Stanislas Mako et que ce cher que je vais faire monter tout de suite, en fait, il a aussi CalArt, c'est un produit de Utip. Mais Utip, si je me souviens bien, tu me couvriras Stanislas, permet déjà de faire du merchandising direct sur le streaming pour les créateurs. Mm. Donc, toi, la créateur économie, comme tu m'écris en privé, c'est mon dada. Donc, tu vas peut-être avoir des questions plus précises que moi. Donc, je te donne la parole. Non, mais c'est intéressant. Enfin, ce que je note, Mathieu, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, tu t'éloignes de l'aspect plateforme et tu prends le truc à la base vraiment d'un point de vue protocolaire, presque pour Mm. pas te dire, bah voilà, moi, au final, c'est pour pas citer, enfin, toi, tu as Co. Et en fait, Co, bah, en gros, ils font juste une nouvelle plateforme. Et pour moi, en fait, tu rentres dans le problème de où est l'audience. L'audience va jamais venir sur ta plateforme, donc les créateurs vont jamais venir sur ta plateforme. Donc, en fait, bah, c'est super dur d'amorcer la roue. Prendre un peu ce point de vue, dire, bah non, en fait, nous, c'est un plugin qu'on rajoute sur le navigateur. Je trouve ça assez intéressant parce que du coup, ça te permet de prendre du recul par rapport à justement cette omnipotence des plateformes en permanence. Et ça permet un peu de résoudre justement cette équation de comment faire en sorte d'avoir de l'audience et comment faire en sorte que les utilisateurs utilisent la plateforme euh, en se disant que bah, en fait, ils n'ont pas besoin de quitter leurs usages habituels. Et ça, mine de rien, je trouve que c'est résoudre un point important Mm. dans le problème.
Après, par contre, tu disais que les annonceurs. Attends, je crois qu'il y a une précision de Mathieu, Ah peut-être. non, sur ça aussi, pour te dire, après, je te laisse poser ta question, mais sur comment on souhaite être vraiment totalement décentralisé, aujourd'hui, moi, je considère, pour le coup, tu vois, on est sur Polygon, vous parliez de Polygon tout à l'heure. Aujourd'hui, les technos, pour faire une plateforme totalement décentralisée, pour moi, elles ne sont pas là. On le voit bien, ne serait-ce que les temps de réponse, tout ne fonctionne pas. Au-delà du coût, parce que si à un moment tu dois streamer vraiment, si tu te dis, tiens, je crée quelque chose qui est full Web3, ça ne fonctionne pas. Et on n'est pas prêt. Ça arrivera, c'est sûr. De toute façon, on voit bien les évolutions de la techno, mais on n'est pas prêt. Donc, et comme moi, pour le coup, en étant toujours totalement décentralisé, je ne voulais pas faire un truc justement un peu Web2, un peu Web3, voilà. Je dis, je me plug sur ce qui existe. Et moi, en revanche, mon système, il est totalement décentralisé. On en parlera, mais notre modèle économique d'entreprise, lui, il est ultra simple. On est comme un moyen de paiement, on prend un pourcentage, on prend 2%. Le but est de le faire descendre à 0,8, qui est à peu près ce que prend un Visa ou Mastercard, et de prendre sur ça sur les transactions. Et puis c'est tout. Et tout le reste appartient, le code appartient aux gens, tout appartient aux utilisateurs. Donc c'était le meilleur moyen aussi pour répondre à cette problématique de totalement décentralisé. Ouais. Mais du coup, pourquoi tu parlais d'annonceurs? J'ai pas trop compris ce passage-là. Pourquoi l'annonceur? Parce que en fait, dans l'écosystème, nous, une partie donc, du service, au-delà du service technologique, financier que rend Frac, on va aussi aller chercher des partenaires. On a déjà un certain nombre de partenaires qui attendent pour le lancement, qui vont pouvoir donc annoncer. Et donc, si ta question où, c'est l'extension. C'est dans l'extension, c'est justement, on va créer un espace publicitaire. Du coup, t'es un peu comme un Brave. Un petit peu Ouais, comme. c'était à ça que Il y a un petit côté, à ce niveau-là, il y a un petit côté Brave, de création de valeur. Après, alors, je ne vais pas dire comme ça frontal, mais à partir du moment où on prend le contrôle quelque part, exemple, l'extension prend le contrôle de ton browser, elle peut proposer, on ne le fait pas du tout, mais on peut proposer aussi de l'espace ailleurs dans ton navigateur. Après, on ne Ouais. peut pas non plus aller Pour le coup, là, c'est carrément Brave, je crois, qui remplace les espaces d'annonces existants par. Moi, ce que je veux pas, aujourd'hui, on me dit, on fait du revenu qui est incrémental par rapport à ce que les gens gagnent. On ne va pas taper. Moi, j'ai pas envie de. Malgré tout, il y a un certain nombre de talents qui gagnent de l'argent avec YouTube, avec Twitch, avec Spotify. C'est des plateformes avec qui on va travailler. Nous, on a plutôt envie de donner un revenu incrémental qui va leur permettre de, déjà mieux vivre pour certains, ou pour d'autres, d'avoir un rapport de force un peu différent. Parce que si tu diversifies tes sources de revenus, c'est pas du tout la même que si tu es comme ça, avec une plateforme qui décide un matin de changer un algorithme, qui décide. Moi, j'ai vécu ça avec YouTube. On avait des créateurs jeunesse. Quand YouTube Kids a changé sa manière de monétiser, les gars ont perdu 80% de leurs revenus. Tu le vois sur Twitch. Twitch récemment a dit au fait, avant, on vous reversait 70%, maintenant, on va vous reverser 50%. Et avant, les subs, ça valait $5, maintenant, ça en vaut 4. Ouais. Enfin, je suis totalement aligné sur cette vision de la nécessité de prendre du recul et de séparer au final les outils de diffusion avec les outils de collecte de revenus. Et enfin, nous, c'est pour ça qu'on a créé Utip il y a 5 ans. Et enfin, je regardais ton passé, Cybèle aussi, à mon sens, aussi, cette volonté avait aussi. Ouais, toujours, ça marche bien, ça fait sa vie. Pardon, cette volonté aussi de rémunérer les artistes sur la création, et, enfin, pas du coup avec les mêmes modèles économiques, mais enfin, pour le coup, si Cybèle changeait la valeur de son abonnement, la rémunération des auteurs va arriver, je pense. Ah, mais tout à fait. De toute façon, Cybèle est une boîte centralisée qui travaille à la rémunération des podcasteurs. Alors, en fait, j'ai dit qu'on pluguait YouTube, mais on plug quand même Cybèle puisqu'on a la main. Bah ouais. Ce serait dommage. On a la data et tout, et c'est encore plus simple. Donc voilà, mais donc pour le podcast, il y aura Cybèle, pour les vidéos, il y aura YouTube, mais très vite, donc dès le début de l'année prochaine, c'est Twitch, c'est Spotify. En fait, on peut capter dès que, il faut vraiment comprendre, on a un produit financier, donc c'est à partir du moment où j'ai de la data. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai vu une grande chaîne de cinéma, je leur disais, si vous me donnez votre data, moi, derrière, je peux collatéraliser et je peux aussi fabriquer de la génération de frac quand les gens
Démarre. Ce qui est marrant, c'est que tu le places vraiment comme étant un outil financier, mais du coup, en fait, moi, mon grand warning qui pop dans mon cerveau, c'est qu'aujourd'hui, les créateurs de contenu, enfin, si tu leur parles d'outils financiers et de trucs comme ça, les mecs te tournent le dos, partent en courant et veulent plus jamais te revoir. Ouais, Comment comment tu vas le dire, présenter? On en parle ici parce que je pense c'est le sujet. Si je vous fais juste Oui, ici, oui, oui, bah du oui. marketing et puis au revoir, on peut se parler 3 minutes, je vous pitch et je m'en vais. Donc j'essaie quand même de rentrer un peu dans le détail de la genèse et de pourquoi et comment marche le produit. Après, en termes de produit, c'est ultra simple. Tu t'inscris sur la plateforme. Automatiquement, en fait, on te génère alors, un NFT qui n'est pas du tout un collectible, qui est un NFT que tu vas garder à vie, puisque c'est ce NFT, s'il est sur ton wallet, tu touches les revenus. Si tu le donnes à quelqu'un d'autre, si tu fais une connerie, ben, ça sera quelqu'un d'autre qui aura les revenus. Mais à l'inverse, tu peux le céder à tes enfants demain, ce que tu veux. En tout Ah cas, ouais, c'est c'est pas vraiment mal. le certificat qui te dit c'est moi qui touche les revenus. Donc ça, il sert juste à ça. Et ensuite, après, on génère donc, ce qu'on appelle les fractions, qui sont les produits financiers. C'est des petites cartes, hein, vous verrez, on lance la landing cet après-midi, donc il y aura les premiers screenshots qui arrivent, et donc sur frac.id, et vous verrez, donc tu as des petites cartes, elles sont toutes simples. Le créateur n'a pas à décider combien de produits sont mis sur le marché. C'est un algorithme aussi qu'on a construit, alors qui sera modifiable en DAO à partir de juin. Mais c'est nous, aujourd'hui, qui avons construit un algorithme qui génère automatiquement, en fonction de qui tu es et de la consommation et de l'achat de tes fractions, le nombre de fractions qui est supply sur le marché. Et derrière, après, les utilisateurs, ils ont juste à sélectionner. Donc, tu as différents niveaux de rentabilité, Gold, Premium, Diamond. Et en fonction, il y a un prix. Et ce prix, aussi, c'est assez intéressant, le prix des fractions. C'est un mec qui dit que c'est assez intéressant pour lui-même. Je m'énerve. Et, Bah non, mais c'est bien, nous, on n'a que des gens passionnés. voilà. Et non, ce qu'on s'est dit aussi pour simplifier au maximum la tâche, c'est que le prix des fractions, il est le même pour tout le monde au départ. Et chaque semaine, il est recalculé en fonction de leur engagement et du nombre de gens qui ont acheté. C'est-à-dire qu'un gros créateur, quand même, verra son prix plus monter qu'un petit créateur. Mais le but, et ça, c'est vraiment une philosophie, c'est anti-spéculation et que la création de valeur, donc le prix des choses, des fractions, même du frac, monte toujours avec la valeur qu'on arrive à apporter dans le marché. Je crois que je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, c'est que quand il y a la spéculation, ça monte très vite, il n'y a pas de création de valeur. Et alors, il y a parfois des utility tokens où tu te dis plus tard, il y aura une création de valeur. Mais nous, vraiment, le point, c'est de C'est dire la base. toute la supply, que ce soit la supply de frac ou la supply des fractions, elle monte tout le temps avec la création de valeur qu'on ajoute dans le marché. Et bah, ça, déjà, ça permet d'avoir un collatéral avec aussi du fiat parce que c'est ça aussi qui va faire que tu as quelque chose de stable. Et je pense que voilà, tout est, de toute façon, tout est public, tout le code sera public, tous les montants seront publics et même les montants fiat seront publics. Donc, comme ça, les gens verront, parce qu'on est quand même dans de la DeFi, que bah, il n'y a pas un truc caché. Le seul truc qui pourrait poser question à des puristes, c'est que pour la simplification, on crée des custodial wallets. Donc, à ce moment, puisque les fracs, quand tu t'inscris avec un mot de passe. Voilà. Mais on encouragera les gens, et ils le feront s'ils le veulent ou pas, mais à mettre tout sur un non-custodial wallet à côté. Nous, c'est juste pour éviter de la friction, parce que alors là, pour le coup, en termes de gaz, si je dois payer chaque 3 minutes de vidéo YouTube sur un non-custodial wallet, on s'en sort pas. Mais avec ça, on travaille par exemple avec Fireblocks, qui est une super boîte pour gérer les custodial wallets, sécurisée. Personnellement, moi, je ne peux pas faire de transfert d'un wallet à un autre, comme d'autres. Donc voilà, on a mis aussi des garde-fous qui étaient nécessaires. Oui, Fireblocks, ils ont de la custody avec multisig et compagnie pour des boîtes comme les vôtres. Donc, c'est super. Super boîte. Ouais, c'est une super boîte. Et bah moi, j'ai pas spécialement de questions. Je suis hyper convaincue. En fait, j'ai juste envie de tester. Moi, j'ai trop envie de tester. Vas-y, Stan. Non, mais parce que, enfin, pour moi, le point quand même de comment est-ce que les créateurs sont volontaires pour participer à ça. Enfin, pour le coup, en fait, en lançant CalArt, nous, la mission qu'on s'était donnée en créant CalArt, qui est une plateforme qui permet de faire des NFT, mais de les acheter et de les vendre en euros,
On a tout un système de connexion des réseaux sociaux automatiques, YouTube, Twitter, Instagram et compagnie, pour permettre la vente super facile du contenu que tu crées. Donc, c'est pas vraiment la même approche que ce que vous avez. J'aime bien l'aspect protocolaire. Mais clairement, moi, la réponse a été quasiment unanime de tous les créateurs, ça a été de dire mais je ne veux pas entendre parler de crypto ni de NFT. Je suis curieux de voir comment est-ce que ce gros frein, parce que mine de rien, si ta cible est réfractaire à la techno que tu utilises, c'est compliqué. Je suis curieux de voir comment vous allez réussir à contourner ce problème ou l'adresser. Ouais. Alors, Oui, juste l'extension, en fait. Déjà, même, en fait, tu vois, même si on ne parle pas de Il finance, faut si on ne s'inscrire, parle pas de il blockchain, faut que le créateur s'inscrive. ouais, juste déjà Pour ça, et s'inscrire le comment vous allez créateur faire? à un ouais. truc où il y a écrit crypto, à part Harddisk, je n'en connais pas beaucoup, quoi. Enfin, sauf tous ceux qui Ouais. ont un nom avec écrit crypto dedans, ou Harddisk, quoi. Mais en dehors de ça, je n'en connais pas trop. Alors, plusieurs choses, hein. Un, le privilège de l'âge, pardon à vous deux, c'est qu'à un moment, j'ai un réseau, centaines et de milliers d'artistes, de créateurs et autres, donc dans tous les secteurs qu'on adresse. Et donc, comme j'ai travaillé avec eux, que globalement, je les ai jamais arnaqués, ils ont confiance en moi et ils savent que si je fais quelque chose avec eux et avec Virginie, si on le fait, c'est qu'on va essayer de bien le faire. Donc, je pense que ça joue quand même énormément puisque on le sait pour le démarrage, le sujet de la confiance. On a la confiance technologique avec la blockchain, mais par ailleurs, on voit bien qu'il y a une autre confiance qu'il faut avoir entre humains. Et donc, celle-là, elle joue beaucoup. Par ailleurs, après, il y a aussi des réalités. C'est qu'on commence aussi avec pas mal de créateurs qui sont sensibles au Web3. Il y en a quand même beaucoup sur YouTube, tu vois. Ça, c'est un autre point. Et puis, on leur explique que la blockchain, c'est un moyen. Et d'ailleurs, on ne parle pas de crypto. Moi, j'ai pas de. Tu peux payer en fiat, tu peux extraire derrière sur des exchanges. Donc, moi, ils n'ont pas besoin d'avoir de la crypto pour venir avec nous. Après, nous, on s'appuie sur Matic et Polygon. Mais on est à côté de ça. Mon objectif même, c'est de me dire, d'ailleurs, on le voit maintenant quand même avec quelques tokens, c'est de ne pas subir les variations du marché. Parce que moi, j'ai une valeur intrinsèque qui est créée avec ce que j'apporte aux créateurs. Il n'y a aucune raison. Alors après, tu sais très bien que tu peux être un peu balayé, mais c'est de dire, on a notre écosystème à nous. Donc, pas vraiment dans les cryptos. Après, oui, on en a. Globalement, pour l'instant, je trouve que ce soit les partenaires qui vont accepter l'utility token comme moyen de paiement et les créateurs, je trouve qu'ils sont ultra bienveillants sur le projet. Nous, on a quasiment que des oui. Alors, peut-être qu'on va avoir les bonnes personnes aussi. On a quasiment que des oui. Certains disent un peu, bon, on va regarder un peu comment ça se passe. Et puis, de toute façon, pour nous aussi, le but, c'est pas le 13 décembre d'avoir 3000 créateurs sur la plateforme parce que le but, justement, si on ne veut pas de spéculation, c'est que ça monte avec de la rétention, que les gens l'utilisent, qu'ils reviennent tout le temps. Tu vois, au début, un créateur, il ne peut pas émettre plus que quelques dizaines de fractions parce que je ne veux pas qu'il. Sinon, en fait, ça va spéculer. C'est toujours la même chose, en fait. Et vous avez bien compris que je n'aimais pas ça. Ouais, en fait, ce que tu n'aimes pas, c'est la volatilité. Pas exactement la spéculation. Mais moi, je pense qu'à un moment, on l'a bien vu même dans la tech. C'est dans les boîtes de tech, je parle de Web 2. Il y a eu trop en 2021, ça a été une année où les gens ont spéculé. Il n'y avait pas de valeur réelle qui était créée par ces entreprises. La bulle. Une boîte va être valorisée. Moi, c'est juste par rapport au mot spéculer, puisque pour moi, j'utilise le mot spéculer tout le temps, genre pour tout. Et que pour moi, l'investissement, c'est une forme de spéculation, je pense. Mais après, tout à fait, mais quand tu achètes un appart avec une rentabilité de ton loyer, il est clair, à un moment, tu achètes si tu peux investir dans un appart, mais tu regardes parce qu'il a une certaine rentabilité qui est liée au loyer. C'est quand la spéculation est décorrélée de la valeur que ça te pose problème, en fait. Et ce qui est quand même souvent le cas. C'est vrai, on l'a vu beaucoup sur ce boulot. Mais ce qui est intéressant avec les créateurs, et c'est ce que tu disais, c'est qu'ils ont une forme de production. En fait, en réalité, tu deviens une forme de producteur de leur contenu, et ça, je pense que ça fait partie de ce que permet le Web3, c'est-à-dire que n'importe qui peut devenir un peu le mini-producteur à son échelle du créateur qu'il suit, du créateur qu'il aime.
Et, en fait, en partageant, en allant voir, il devient actif et il crée de la valeur. Enfin, Dans In Real Life, tu vois, une des envies qu'on a, c'est aujourd'hui quand je vais voir un concert, quand je vais voir un film de cinéma, j'achète un ticket, je n'ai rien d'autre que le droit d'aller voir mon film ou d'aller au concert. Avec nous, le produit fait que je deviens intéressé au succès et que derrière, en sortant, je peux revendre mon billet à quelqu'un d'autre et la grosse partie va aux ayants droit. Mais moi, en tant que quelque part distributeur, je monétise en fait, on monétise mon bouche à oreille. Je vais toucher une partie de ces revenus. Et c'est vraiment ça sur lequel on va travailler. Et dernier point sur les créateurs, et puis après, on va peut-être couper parce que je crois que c'est tard maintenant. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a Daniel qui nous attend, mais vas-y, je t'en prie. Pour énerver Agathe, parce que j'ai vu que tu avais poussé un coup de gueule, on veut quand même sortir un moyen de paiement fiat basé, et donc qui permettra sur les revenus du mois d'avant aux créateurs de pouvoir payer avec une carte. In Real Life, parce qu'il y a des tas de créateurs qui n'ont pas envie de rentrer même dans ce système d'avoir un non-custodial wallet et tout ça. Et on veut leur simplifier aussi la tâche. Donc, beaucoup de projets ont été avec le stacking, le yield farming, c'était de garder à tout prix des tokens. Mais nous, comme on crée de la valeur, ils peuvent le sortir. Et donc, ils pourront payer avec vraiment avec de l'argent dans la In Real Life. Voilà. Honnêtement, moi, si par exemple, après, bon, je comprends parce que moi, je suis fan de crypto, donc c'est normal, mais tu vois, je me dis, si tu peux utiliser ça comme une sorte de monnaie pour acheter du matériel qui a un lien avec ton job de création de contenu, déjà, avec cet argent, tu peux déjà faire plein de choses, quoi. Parce que moi, ce que je fais dans mes contenus, le nombre de personnes qui vivent de ça, c'est quand même très rare et ça, je ne pense pas qu'on va totalement le résoudre. Mais par contre, le fait que je puisse utiliser cet argent pour améliorer mes contenus, pour payer des prestations, même que je puisse payer en frac quelqu'un pour me faire mes vignettes, ou des choses comme ça, ce serait fou. En fait, c'est là où il y a vraiment une économie et où moi, je serais intéressée. Donc, écoute, merci beaucoup. Hyper intéressant. On a parlé pendant des plombes et c'était vraiment trop bien. Je suis super contente. Pour l'invite. J'ai hâte de tester. Si tu peux juste nous dire un petit mot de la fin. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose en particulier? J'imagine des testeurs déjà. Ouais, ce sera de venir voir. Donc, cet après-midi, lancement de la landing sur frac.id. On a une petite vente privée, mais ça, on va dire que c'est sur notre réseau et pas mal justement de créateurs. Mais c'est pas du tout, nous on parlait tout à l'heure de ICO, pre-sales et tout ça, c'est pas ça, mais c'est plus de créer une communauté de gens qui auront déjà un peu de token au démarrage. Et puis voilà, et donc lancement le 13 décembre, donc on vous donne tous rendez-vous sur YouTube le 13 décembre. Trop bien, moi je vais tester, c'est sûr. Voilà, c'est acté. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stanislas pour tes questions. Et puis, je vais donner la parole à Daniel. Bonne journée à tout le monde.